William James, l'un des pionniers de la psychologie moderne, soutenait que notre esprit n'enregistre pas le passé tel qu'il était réellement, mais comme un ensemble fragmenté de souvenirs, filtrés sélectivement par l'émotion. Notre mémoire n'est pas un appareil photo capturant la réalité dans ses moindres détails. Elle s'apparente davantage à un peintre impressionniste choisissant les couleurs à mettre en valeur et les détails à estomper. Ce dont nous nous souvenons n'est pas une transcription objective de notre vie, mais une reconstruction subjective façonnée par nos sentiments et nos préjugés. Les moments de joie, les réussites importantes et même les épreuves surmontées ont tendance à être romancés avec le temps, tandis que la douleur, la monotonie et l'incertitude s'estompent. Ce phénomène, appelé biais de positivité, nous fait croire que le passé était bien meilleur qu'il ne l'était en réalité. Mais c'est là que réside le danger. Comparer cette version raffinée et idéalisée de notre passé à la réalité brute du présent nous conduit inévitablement à l'insatisfaction. Nous poursuivons un fantôme de bonheur qui n'a jamais vraiment existé tel que nous nous en souvenons. Notre cerveau est programmé pour l'efficacité, et non pour la précision. Imaginez-vous comme le monteur d'un long documentaire chaotique. Pour donner du sens à cette masse d'informations écrasantes, il élimine le superflu, souligne le côté dramatique et atténue les incohérences. C'est pourquoi certains moments d'il y a des années paraissent nets et vivants, tandis que des mois entiers semblent flous. William James appelait cela le flux de conscience, un flux incessant où seuls les moments les plus marquants émotionnellement laissent une empreinte durable. L'ironie est que le processus même qui nous aide à donner du sens à notre passé est aussi celui qui le déforme. Si nous devions revivre ces jours d'or exactement comme ils se sont déroulés, nous serions peut-être choqués de constater tout ce que nous avons oublié. L'ennui, les angoisses, les luttes qui semblaient interminables à l'époque. Le passé n'a jamais été aussi parfait qu'il le paraît aujourd'hui. Mais parce que notre mémoire élimine le banal, nous comparons notre vie actuelle, dans toute son imperfection brute, à un passé effacé par le temps. Cette mémoire sélective a un impact direct sur notre bonheur présent. Lorsque nous croyons que les meilleurs jours sont derrière nous, nous sabotons sans le savoir notre capacité à trouver la joie ici et maintenant. C'est un piège psychologique, une illusion si profondément ancrée dans notre conscience que nous la remettons rarement en question. Mais si nous pouvions prendre du recul et observer comment notre esprit manipule notre perception du temps, nous commencerions à comprendre une vérité cruciale, notre nostalgie ne concerne pas le passé lui-même, mais la façon dont nous choisissons de nous en souvenir. Les moments que nous désirons n'en étaient pas intrinsèquement meilleurs. Ils ont simplement été saisis différemment par notre esprit. Le passé n'est pas un artefact sacré du bonheur, intouchable et perdu à jamais. C'est une histoire que nous réécrivons sans cesse, un tableau qui change à chaque regard. Mais si la nostalgie est un piège de la mémoire, pourquoi a-t-elle une telle emprise sur nous? Pourquoi aspirons-nous si profondément à une époque qui, en réalité, était tout aussi imparfaite et incertaine qu'aujourd'hui? La réponse réside dans la façon dont l'esprit humain gère le temps lui-même. Le présent est brut, sans filtre et rempli de questions non résolues, tandis que le passé a déjà été traité et mis en récit. Nous préférons la clarté d'une histoire achevée à l'inconfort d'une histoire qui se déroule. Mais que se passe-t-il si cette tendance nous bloque? Et si, en idolâtrant le passé, nous évitions en réalité quelque chose de bien plus profond, quelque chose que notre inconscient tente de nous transmettre? C'est là que la vision de Carl Jung sur la nostalgie comme piège inconscient prend toute son importance. Car parfois, ce que nous prenons pour de la nostalgie du passé est en réalité une fuite du présent. La nostalgie est souvent perçue comme quelque chose d'innocent, un simple souvenir réconfortant de jours meilleurs. Mais Carl Jung croyait que c'était bien plus que cela. Pour lui, la nostalgie n'était pas seulement une nostalgie du passé, mais un message de l'inconscient, le signal que quelque chose d'irrésolu persiste sous la surface. Lorsque nous idéalisons le passé, nous ne faisons pas que nous remémorer le passé. Nous évitons quelque chose. Que fuyons-nous? Qu'y a-t-il dans le présent qui nous pousse à nous réfugier dans les souvenirs plutôt que d'affronter ce qui se présente à nous? Selon Jung, la nostalgie masque souvent une lutte plus profonde, la peur du changement, la résistance à l'individuation, l'évitement de l'inconfort. Nous regardons en arrière non pas parce que le passé était parfait, mais parce qu'il nous semble plus sûr que l'incertitude du présent. Imaginez une personne qui se remémore constamment son enfance, aspirant à la simplicité et au bonheur qu'elle croit avoir connu autrefois. Mais est-ce vraiment l'enfance qui lui manque? Ou est-ce l'absence de responsabilité, le réconfort de se sentir protégé? Ou imaginez quelqu'un qui idéalise une relation passée, convaincu qu'il ne retrouvera jamais un tel amour. Cette personne leur manque-t-elle vraiment? Ou ont-ils peur de l'inconnu, du défi de renouer une intimité avec quelqu'un de nouveau?
La nostalgie concerne rarement le passé lui-même. Elle concerne ce que le passé représente. Et Jung nous avertissait qu'en s'y attachant trop, nous risquons la stagnation. Nous nous accrochons à d'anciennes versions de nous-mêmes, résistant à l'évolution, car celle-ci exige d'affronter la réalité inconfortable que nous ne sommes plus ce que nous étions. Le concept d'individuation de Jung ou le processus de devenir soi-même exige l'intégration, et non l'évasion. En idéalisant le passé, nous refusons souvent de reconnaître les leçons qu'il était censé nous enseigner. Au lieu d'apprendre de nos expériences, nous les figons dans le temps, les transformant en une illusion qui nous réconforte plutôt qu'elle ne nous met au défi. Mais cela crée une fracture psychologique. Il y a celui qui existait dans ses souvenirs, et celui qui existe maintenant. Si la version passée de vous-même vous semble meilleure, plus heureuse ou plus complète, cela peut engendrer un profond sentiment d'insatisfaction face au présent. Mais voici le paradoxe, cette version passée de vous-même était également incomplète, en quête de réussite, en proie à des difficultés que vous avez commodément oubliées. L'illusion d'un passé parfait n'est qu'une illusion. Et quand nous la poursuivons, nous n'avançons pas. Nous tournons en rond, prisonniers d'un cycle de nostalgie pour quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Mais comment s'en libérer? Jung pensait que la clé était de faire face à ce que la nostalgie tente de cacher. Que évitez-vous dans votre vie présente? Quelles émotions ou quels défis vous semblent trop accablants pour être affrontés, faisant du passé le seul refuge? La nostalgie s'intensifie souvent lors des périodes de transition, lorsque nous nous sentons perdus, incertains ou déconnectés de nous-mêmes. Dans ces moments-là, le passé devient un sanctuaire, un lieu où nous nous imaginons entiers. Mais la véritable guérison ne consiste pas à s'évader dans les vieux souvenirs, mais à les intégrer, à prendre ce qui avait du sens, à reconnaître ce qui était douloureux et à s'autoriser à vivre pleinement le présent sans peur. Le passé ne nous rappelle pas. Il nous pousse à aller de l'avant. Ce n'est pas une destination, mais un point de référence, un miroir reflétant ce que nous devons encore réconcilier en nous-mêmes. Et plus nous nous accrochons à une version idéalisée d'hier, plus nous risquons de passer à côté de la profondeur, de la beauté et du potentiel d'aujourd'hui. Mais cette résistance au présent n'est pas seulement psychologique. C'est existentiel. Cela est directement lié à quelque chose d'encore plus profond, notre relation au temps lui-même, et la peur que sous la nostalgie se cache quelque chose de bien plus profond, la peur de l'impermanence. C'est là que la vision d'Ernest Becker sur le déni du temps prend toute son importance. Car parfois, ce que nous prenons pour de la nostalgie du passé est en réalité une tentative inconsciente de nier la réalité du présent. Ernest Becker, dans son ouvrage révolutionnaire Le déni de la mort, a avancé une idée audacieuse et troublante. Au cœur d'une grande partie du comportement humain se trouve une peur profonde de la mortalité. La tendance humaine à idéaliser le passé n'est pas simplement une aspiration à des jours meilleurs. C'est un mécanisme de défense contre le présent, qui nous rappelle constamment la fugacité de notre existence. Le passé, dans toute sa simplicité et sa nostalgie, représente une époque où les choses semblaient plus durables, plus sûres. Mais le présent est toujours en mouvement, imprévisible et fragile, et cette incertitude existentielle peut paraître insupportable. Alors, que faire? Nous nous retirons. Nous nous réfugions dans un passé qui paraît moins menaçant, immuable et figé dans le temps. Mais ce faisant, nous nions ce qui peut nous libérer, l'acceptation du temps tel qu'il est, dans toute sa fluidité et son impermanence. Ce déni du temps, selon Becker, est essentiel pour éviter d'affronter notre propre mortalité. Plus nous nous fixons sur le passé, plus nous nous éloignons du présent, ce qui nous force à affronter la réalité ultime, rien n'est éternel. La nostalgie nous permet de nous accrocher à l'illusion de la permanence, de croire que les bons moments sont non seulement à nouveau possibles, mais qu'ils auraient dû durer plus longtemps. Mais voilà le piège, cette illusion est un piège. Plus nous regrettons le passé, plus nous oublions qu'il est impossible de le revivre, qu'il n'a jamais été aussi parfait que dans nos souvenirs, et que son passage a été, à sa manière, une préparation au passage du temps lui-même. En niant le temps au profit du passé, nous ne nions pas seulement le changement. Nous nions la croissance. La peur du présent, alimentée par un déni inconscient du temps, se manifeste de multiples façons. Elle peut prendre la forme d'anxiété, d'un désir de stabilité ou d'une nostalgie tenace qui refuse de s'en aller. Nous nous disons que si nous pouvions simplement revenir à la situation d'avant, nous retrouverions la paix. Mais ce désir est, en soi, un refus d'accepter la véritable nature de la vie, celle d'un mouvement perpétuel, d'un changement perpétuel. Le temps ne s'arrête pas pour que nous puissions lui donner un sens. Il n'attend pas que nous saisissions l'instant présent. Et plus nous rejetons le présent, plus nous risquons la stagnation.
ce n'est qu'en affrontant l'inconfort du présent que nous commençons à nous libérer de l'emprise de la nostalgie et à vivre pleinement. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'affronter le présent, c'est affronter notre propre vulnérabilité. Le passé, aussi idéalisé soit-il, nous procure un sentiment de contrôle. C'est une époque que nous pouvons contempler avec nostalgie et interpréter comme un refuge face au chaos du présent. Mais en réalité, le passé ne nous est plus accessible. On ne peut le récupérer, même si on le désire ardemment. Le présent, en revanche, est vivant et réel. Il exige de nous que nous nous adaptions, que nous grandissions, que nous acceptions l'incertitude inhérente à l'existence. C'est là que la théorie de Becker rejoint profondément notre psychologie. Plus nous nions le présent, plus nous nions notre propre réalité. Nous nous retrouvons pris au piège d'un cycle de peur, cherchant constamment à échapper au temps. Comment se libérer de ce déni? Cela commence par l'acceptation radicale du présent tel qu'il est, non pas comme une pâle comparaison avec le passé, mais comme le seul moment véritable que nous ayons. Cela exige une prise de conscience de notre propre impermanence, une volonté d'accepter l'inconfort de savoir que nous ne sommes pas invincibles et que rien n'est éternel. Pourtant, dans cette acceptation réside la liberté de vivre pleinement, d'accueillir le présent dans toute sa brutalité et de cesser de courir après l'illusion d'un passé parfait et immuable. Le message de Becker est clair, nous ne pouvons pas devancer le temps. Nous devons apprendre à vivre avec lui, à comprendre que l'instant présent n'est ni à craindre ni à éviter, mais à accueillir avec toute son incertitude et son potentiel. Ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement nous libérer du piège de la nostalgie et commencer à vivre la vie que nous sommes censés mener. Carl Jung croyait que nous portons chacun en nous deux versions de nous-mêmes, le vrai soi, ancré dans l'instant présent, et le soi idéalisé, façonné par nos souvenirs, nos désirs et nos peurs. Ce faux passé que nous construisons trouve souvent son origine dans le désir de nous voir sous un jour plus complet, plus épanoui, ou tout simplement plus acceptable. Plus nous idéalisons notre passé, plus nous créons une dissonance entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous imaginons avoir été. Mais voilà le piège. Cette version idéalisée de nous-mêmes, construite à partir de fragments de souvenirs et de rêves, ne correspond pas à notre véritable identité. C'est un masque, une projection de ce que nous souhaitons être, plutôt qu'un reflet fidèle de notre vécu. En nous comparant à cette image construite, nous mesurons notre réalité présente à une illusion, une version de nous-mêmes qui n'a jamais vraiment existé. Imaginez une époque où vous vous sentiez au sommet. C'était peut-être un moment de réussite, un moment où vous vous sentiez aimé, ou une phase où tout semblait se mettre en place. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être déconnecté de la personne que vous étiez. Vous vous demandez peut-être où est passée cette version de vous-même, pourquoi la même énergie, la même joie ou la même confiance vous semble si lointaine. Mais que se passerait-il si la version de vous-même à laquelle vous aspirez n'était pas une représentation authentique de votre moi passé, mais plutôt une projection de ce que vous vouliez qu'il soit? Jung affirmait que ces versions idéalisées de nous-mêmes, ce que nous aurions aimé être, deviennent plus réelles dans notre esprit que la personne que nous sommes aujourd'hui. Nous regardons en arrière et nous nous disons, j'étais plus heureux à l'époque, où j'avais plus confiance en moi. Mais ce faisant, nous oublions que la personne que nous étions était tout aussi imparfaite et incertaine que celle que nous sommes aujourd'hui. Le danger de s'accrocher à ce faux passé est de nous empêcher d'accepter pleinement qui nous sommes aujourd'hui. En nous comparant constamment à une version idéalisée du passé, nous ne vivons jamais pleinement le présent. Nous sommes éternellement prisonniers de l'idée d'un soi parfait, inaccessible, ce qui engendre un sentiment permanent d'insatisfaction, de doute et de déconnexion. Ce faux soi nous empêche de voir la vérité, nous sommes en constante évolution, en perpétuel changement. La personne que nous étions hier n'existe plus, et celle que nous étions il y a 10 ans n'est plus que l'ombre de ce que nous sommes aujourd'hui. Pour vraiment avancer, nous devons nous libérer de notre attachement à notre moi idéalisé et accepter l'authenticité de ce que nous sommes aujourd'hui. La notion de faux passé chez Jung nous invite à réfléchir aux histoires que nous nous racontons sur qui nous étions. Il ne s'agit pas seulement de lâcher prise sur le passé, mais de défaire l'illusion selon laquelle le passé contenait une version parfaite de nous-mêmes, que nous ne pourrions jamais retrouver. Au lieu de regretter la personne que nous étions autrefois, nous devons nous demander, qui suis-je aujourd'hui et que suis-je capable de devenir? Ce processus d'acceptation de soi, qui consiste à abandonner la version idéalisée de nous-mêmes, peut être inconfortable. Il nous met au défi d'affronter les réalités de notre être actuel, avec toutes ses imperfections et ses incertitudes. Mais ce faisant, il nous libère aussi du poids de la comparaison, nous permettant d'accéder à la plénitude de qui nous sommes dès maintenant. Pour véritablement grandir, nous devons apprendre à accepter la fluidité de notre identité. Nous devons comprendre que ce que nous étions autrefois n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste,
une histoire qui continue de se dérouler. La clé pour guérir et aller de l'avant n'est pas de regarder constamment en arrière une version idéalisée de nous-mêmes, mais de reconnaître que le présent est le seul lieu où la véritable croissance se produit. Le passé, avec toute sa gloire et sa douleur, n'est qu'un souvenir. L'avenir est inconnu, mais le présent est le seul endroit où nous pouvons véritablement créer et devenir. Oubliez le passé trompeur, abandonnez l'illusion de qui vous étiez et acceptez la personne que vous êtes aujourd'hui, imparfaite, évolutive et vivante. Ce n'est qu'en acceptant la réalité de qui nous sommes aujourd'hui que nous pouvons commencer à façonner l'avenir que nous souhaitons. William James, dans son ouvrage révolutionnaire, a soutenu que la façon dont nous interprétons nos souvenirs façonne notre réalité. Les histoires que nous nous racontons sur le passé ne sont pas des vérités immuables. Ce sont des récits fluides et en constante évolution qui peuvent soit nous lier, soit nous libérer.